Aujourd'hui, on reparle de la dynamique hiérarchique de l'attachement. Je te parle plus concrètement des différents traits qui font qu'un parent ou un éducateur retrouve sa posture alpha plutôt qu'être dans une posture de dépendance face aux enfants qu'il va accompagner. Je suis Elisabeth Dufresne et re-bienvenue à Les Émergents. Bonne année tout le monde! Heureuse d'être de retour, très ressourcée pour ma part. J'ai pu passer du temps auprès des gens que j'aime, j'ai pu me détendre, prendre du bon temps dehors et reconnecter avec ce qui est important pour moi, surtout. Je trouve que c'est tellement une belle période pour faire le point. Donc, j'espère que de votre côté, vous avez fait la même chose. Et moi, cette période d'introspection m'aura vraiment permis de comprendre à quel point ce projet-là est important pour moi et central. Donc, je reviens avec beaucoup de feu pour vous offrir, entre autres, la série The Evolved Nest. Si jamais vous n'avez pas encore écouté le dernier épisode, je vous recommande de le faire. Un épisode dans lequel je vais vous faire part de 9 composantes qui ont été mises de l'avant par Darshan Narvaez, qui est une docteure en psychologie et qui va finalement nous aider à mieux comprendre l'environnement de soins d'un humain, d'un mammifère humain. Et j'ai décidé en fait de décortiquer chacune de ces composantes-là dans une série en faisant venir un spécialiste. Donc, j'ai très, très hâte de vous présenter ça. Je commence les enregistrements des entrevues dès demain. Donc, dans les prochains mois, c'est ces entrevues-là que vous allez pouvoir entendre. Et à travers ça, je me réserve le droit là, de parsemer le tout d'épisodes solo, d'épisodes où je vous parle de différents concepts de l'approche développementale, mais aussi différents épisodes où je vais vous parler de livres marquants pour moi. Donc, je pensais au podcast ici et là durant le temps des fêtes. Puis il y a une chose qui est super importante pour moi, puis c'est de reconnecter avec l'essence du projet du balado vraiment régulièrement pour pas m'écarter de mon intention initiale, vous voyez? Donc aujourd'hui, je vais encore vous parler du parent alpha, de la posture alpha. Puis il y a une partie de moi qui se demandait, est-ce que ça va être trop redondant? Parce que je pense qu'il y a vraiment une voix à l'intérieur de moi qui cherche à vous surprendre, vous garder en haleine à quelque part, presque pour vous divertir. Mais quand je reviens à l'essence, ça fait pas de sens, en fait. Ce que je souhaite vraiment, en fait, avec le balado, c'est de ralentir, c'est de revenir à la base. Et à ce moment-là, il y a une image qui m'est venue en tête, puis j'avais vraiment envie de vous la partager. J'ai habité environ 12 ans à Montréal et pendant quelques années, j'allais toujours voir le même prof de yoga qui malheureusement a finalement déménagé dans les Laurentides. Et j'en ai essayé plusieurs des profs de yoga, mais je revenais toujours à lui. Puis drôlement, ses cours étaient vraiment redondants dans un sens. On faisait pas de posture ultra impressionnante, mettons. Il concevait toujours ses cours avec une même dizaine de postures, mais à chaque fois, il nous faisait vraiment redécouvrir chaque posture qu'on pensait comprendre avec une profondeur nouvelle. Il refusait vraiment de rentrer dans la culture du pop yoga. Il restait à la base. Puis cet homme-là m'a vraiment partagé des fondements solides qui sont profondément ancrés en moi. Et j'étais certainement pas divertie ou exaltée dans ses cours, mais j'étais profondément nourrie.
Hein, je me rends compte qu'en parlant, j'ai vraiment envie de surutiliser même le mot profondément profond, parce que c'est vraiment la sensation que ça m'a laissée. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire avec le balado. Je veux pas vous fider avec plein de pédagogie ou de méthodes ou de trucs différents, même si des fois la tentation est grande. Je veux surtout, donc, comme je le disais, explorer la base pour que vous soyez pleinement autonome. En fait, vous allez réaliser probablement que vous êtes déjà autonome et que la parentalité, l'éducation, c'est vraiment une question d'instinct quand les choses sont remises aux bons endroits. Quand vous allez entrer en contact avec une approche ou une pédagogie après ça, vous allez vraiment être mieux outillé pour comprendre si cette approche-là, cette pédagogie-là est réellement alignée avec les vrais besoins des enfants. Puis ça va vous donner beaucoup de clarté, de lucidité puis de confiance dans votre processus, parce que souvent, on a des choix à faire dans la vie familiale pour l'éducation de nos enfants et on ne sait pas trop vers quoi se tourner, comment prendre une bonne décision. On demande aux parents de choisir des pédagogies, mais parfois, on ne sait pas nécessairement sur quoi s'appuyer pour le faire, quoi regarder. Alors, aujourd'hui, justement, en décortiquant cette fameuse posture alpha qui est absolument fondamentale dans l'approche basée sur l'attachement, je pense que c'est ça qu'on fait. On revient à la base de la relation et la relation, vous allez le voir, c'est vraiment le cœur du processus développemental de l'enfant. En fait, je suis contente que tu vas revenir sur le sujet de l'alpha parce que de tous les épisodes que tu as fait au cours de ton nouveau podcast, c'est lui qui m'a le plus chicoté puis que j'avais un peu qui a le plus brassé ma cage, comme on dit souvent. Mais après l'avoir écouté, je me sentais un peu perdue, mais en même temps, je savais que ce que tu disais était vrai puis important. Et depuis ce jour, j'essaie de me réconcilier avec mon rôle d'alpha. Avec mon fils d'1 an et demi, ça n'a pas été vraiment compliqué. J'accepte le rôle puis je le joue parce que c'est comme évident qu'il a besoin que je sois son alpha, un peu comme tu disais dans l'épisode 4. Mais c'est avec ma fille de 4 ans et demi, en fait, que je trouvais qu'il y avait besoin peut-être de, de rétablir la balance du pouvoir dans notre relation. Puis dans la première semaine, en essayant de reprendre ce rôle, je me retrouvais à me sentir un peu comme un dictateur. Puis j'avais de la difficulté à accepter comme l'injustice dans nos rôles. Je sentais aussi que ma fille était plus frustrée que d'habitude, puis elle quittait la pièce, mettons, en disant c'est pas toi le boss. Je ris, là, mais c'est pas drôle. Quand ça arrive, je me sens comme mal, puis je sais pas trop comment gérer ça. Donc, si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode 2, je vous recommande vivement d'aller le faire parce que c'est important de comprendre la nature hiérarchique de l'attachement avant d'embrasser ce rôle alpha-là en toute quiétude. Et je le sais par expérience, comme je vous l'explique dans l'épisode numéro 2, moi, ça a été vraiment tout un processus de reprendre ce rôle-là, un processus très inconfortable. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est de vraiment comprendre à quel point c'était pour prendre soin, à quel point c'était pour répondre fondamentalement aux besoins de l'enfant. Et donc, la posture alpha, comme je le disais, c'est un instinct. Et c'est un instinct qui va nous pousser dans le rôle du provider, celui qui a la réponse, celui qui va donner des soins. Et comme je l'expliquais en détail dans l'épisode numéro 2, encore une fois, sans cette posture alpha-là, l'enfant ne pourra pas se déposer dans son rôle à lui, donc le rôle du dépendant. Et ce qui arrive, c'est que quand l'enfant ne peut pas se déposer
dans la relation, dans son rôle de dépendant, dans le rôle où il se tourne vers son parent, son éducateur, qui a les rênes, il ne se sentira pas fondamentalement en sécurité. Et son cerveau va être engagé à se protéger plutôt qu'à se développer. Ça, c'est très intéressant de le comprendre. C'est-à-dire, si je ne me sens pas en sécurité, je n'aurai pas l'énergie nécessaire pour me concentrer sur mon développement. J'ai cette sensibilité-là de dire que c'est important que l'enfant puisse avoir une certaine liberté d'exploration de son être, qu'il puisse avoir de l'espace pour faire des choix. Et après ça, c'est là qu'entre toute la subtilité, de ne pas, par contre, venir inverser les rôles dans lequel l'enfant va avoir cette posture alpha-là et le parent un rôle plutôt de dépendant. Et c'est vraiment intéressant de constater que malgré toutes nos bonnes intentions, en fait, de redonner de la liberté à l'enfant, on va lui en enlever lorsqu'on ne respecte pas cette dynamique essentielle, cette dynamique de base-là. Et c'est pourquoi c'était aussi important pour moi de rentrer plus spécifiquement dans c'est quoi cette posture alpha-là au quotidien, puis c'est ça, dans des exemples un petit peu plus précis. Parce que c'est vraiment facile de se perdre là-dedans quand on essaie de retrouver notre rôle alpha, notre rôle de leader. On ne sait pas trop nécessairement comment s'y prendre, surtout quand on a été dans une dynamique où on voulait donner beaucoup, beaucoup de pouvoir à notre enfant. Allô Elisabeth, bonne année. Pour répondre à ta question, je dirais qu'un adulte en position alpha, c'est un adulte qui choisit d'être pourvoyeur de soins. Il est conscient que les besoins des enfants qui accompagnent priment sur ses besoins et il ne cherche pas de validation à sa légitimité. Comme il sait qu'il est à sa place à remplir ce rôle-là, puis peu importe ce que l'enfant va dire ou faire, il n'est pas en train de chercher l'approbation de l'enfant, mais plutôt il est affirmé dans son rôle de guide. Alors, Neufeld va décortiquer, si on veut, cette posture alpha-là à travers plus ou moins 3 composantes. Et j'ai envie vraiment de les décortiquer un peu plus longuement avec vous aujourd'hui. La première composante qui fait que l'on ressent pleinement qu'on est dans notre posture alpha en tant qu'éducateur ou que parent, c'est la confiance. Et la confiance, elle va se manifester de toutes sortes de façons parce que c'est quelque chose que l'on doit donc incarner. D'abord, corporellement. Comment vous vous présentez devant les enfants? Je parle ici là, particulièrement aux enseignants, aux éducateurs, par exemple, qui entrent en contact pour la première fois avec leur groupe ou qui vont faire du remplacement. Votre corporalité devrait montrer aux enfants que vous savez ce que vous faites et que vous êtes en contrôle. C'est sûr, si vous rentrez dans la classe le dos courbé, les yeux bas, les yeux fuyants, vous ne montrez pas à l'enfant que vous êtes en maîtrise et que vous savez ce que vous faites. Si vous rentrez décontracté, mais quand même avec un regard franc, un dos assez droit, mais à quelque part, vous leur démontrez que de vous occuper d'une bonne jeune enfant, ça ne vous impressionne pas et que vous savez exactement quoi faire. Les enfants, ils doivent sentir que vous connaissez leurs besoins et que vous savez exactement comment y répondre. C'est vraiment ça. Ce qui arrive, là, c'est que de plus en plus, il y a des cours sur comment devenir parent, des livres, des podcasts, clin d'œil. Puis, ce qui peut arriver, c'est que ça va vous mêler. je dis vous, là, mais ça va nous mêler. Si vous avez vu la bande-annonce de mon podcast, c'est vraiment ça que je raconte. Et toute cette information-là va nous donner l'impression qu'on ne sait pas quoi faire. Alors, ça peut vraiment nourrir une posture dans laquelle on va se sentir vraiment chambranlant
en nous-mêmes. Et ça, les enfants le ressentent vraiment et le voient. Justement, Newfield, mon mentor, va recommander de jamais lire un livre sur l'éducation des enfants devant les enfants qu'on accompagne. Fait que si même vous consultez un professionnel pour vous aider là, dans votre parentalité ou dans votre rôle d'éducateur, l'idéal, c'est de ne pas en parler avec votre enfant puis de ne pas mettre l'accent là-dessus. Parce que malgré toutes nos bonnes intentions de démontrer à notre enfant qu'on veut faire mieux pour lui, puis qu'on veut se rapprocher de lui, qu'on veut arriver à mieux le comprendre, bien, dans une tête plutôt immature, voici le genre de conclusion qu'il pourrait y avoir. Ah, bien, mon parent a besoin d'aide pour prendre soin de moi. Mon parent a donc pas ce qu'il faut pour prendre soin de moi seul. Certains parents vont même dire à leur enfant, parfois quand ils sont désespérés, là, un bon classique, « Ah, je sais plus quoi faire avec toi. » Puis encore une fois, pour nous, c'est vraiment une phrase banale, même humoristique la plupart du temps, mais ça a sincèrement le potentiel de venir alerter l'enfant parce qu'il va sentir que son parent, son éducateur, n'a pas les outils pour s'en occuper. Et c'est intéressant de comprendre que la plupart des enfants ont de la difficulté à décoder l'ironie, bien que la plupart du temps, on est vraiment rendu au bout du rouleau puis on sait sincèrement pas quoi faire. Mais c'est vraiment à ce moment-là souvent qu'on glisse puis qu'on donne la posture, qu'on redonne sur un plateau d'argent la posture alpha aux enfants. Et c'est vraiment à ce moment-là que vous allez les voir devenir, entre autres, super bossy, là, à vouloir prendre toutes les décisions. Et là, c'est le signe pour nous que peut-être qu'on a fait un faux pas. Mais tu sais, il y a toujours façon de venir se rattraper. Et puis, tu sais, la dynamique alpha dépendant avec un enfant, c'est vraiment une question de répétition. Si une fois tu glisses, tu n'es pas en train, tu n'as pas bousillé ta relation d'attachement hiérarchique avec ton enfant. C'est vraiment la répétition, la récurrence qui va faire que cette dynamique-là inversée va pouvoir s'instaurer. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote qu'un ami éducateur m'a racontée. Je trouve qu'il illustre vraiment bien cette posture alpha-là. Puis lui, il était vraiment pas au courant de ça. C'est juste que lorsque je lui ai parlé de cette dynamique-là, il s'est souvenu de cette anecdote-là. Et je trouve vraiment que ça révèle à quel point c'est un instinct qui embarque. Donc, cet ami était parti en forêt avec un groupe d'enfants. Il était éducateur. Et ils se sont rendus assez loin et grand classique, ils se sont perdus. Et là, instinctivement, cet éducateur-là, il a senti qu'il ne devait pas alerter les enfants et rester confiant dans sa posture, dans son mood, en s'assurant de ne pas démontrer aux jeunes qu'il avait absolument aucune idée de où ils se retrouvaient. Alors, il y a même eu l'idée de faire un jeu avec les enfants en leur disant de retrouver leur chemin. Du genre, je suis vraiment en maîtrise de la situation. Le but, c'était de vous faire pratiquer à retrouver votre chemin. J'ai trouvé ça très drôle et en même temps, c'est tellement logique de ne pas vouloir alerter les enfants puis de rester dans ce pôle de capitaine-là. Puis en même temps, tu sais, moi, je me suis souvent demandé si c'était de mentir aux enfants de faire ça. Puis je trouve ça vraiment sain de se poser la question. D'ailleurs, le fait que les parents ne montrent pas autant leur moment de faiblesse, je me suis demandé aussi si ça ne venait pas nourrir le mythe de l'adulte parfait, hein? Tu sais, l'adulte sans faille. Ce qui va encourager l'enfant à croire que l'adulte est invincible, qu'il faut nécessairement le croire sur parole, que l'adulte est une sorte de Dieu. Et toutes ces questions-là, je trouve qu'elles sont extrêmement légitimes. Mais plus j'avance sur mon chemin, j'ai vraiment l'impression qu'il faut faire attention dans sa manière d'exprimer ses faiblesses, notamment au niveau du timing. À ce moment-là, ce n'était pas nécessairement le temps.
dans cette anecdote de l'éducateur perdu. Mais aussi dans notre posture interne quand on va témoigner de cette faiblesse-là aux enfants. Un exemple qui me vient comme ça en tête, là, un parent qui va pleurer devant son enfant, par exemple, parce qu'il a perdu un être cher. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis c'est même bien de montrer à ses enfants que les pleurs, que la tristesse, c'est naturel. Par contre, l'idée ici, c'est de montrer qu'on est parfaitement en mesure de gérer cette peine-là soi-même. Un adulte plus dépendant va attendre de se faire réconforter parfois un peu inconsciemment, consoler et conseiller même parfois par son enfant. Et l'idée, c'est que l'enfant ressente en tout temps que malgré toute cette vulnérabilité-là, cette charge émotionnelle, vous savez quoi faire avec ça, des pleurs, de la tristesse puis de la vulnérabilité. Puis j'ai envie de dire que même lorsque vous ne savez pas c'est quoi la réponse dans le moment, que vous ne savez pas vraiment quoi faire, ça arrive à tout le monde. Mais l'idée, c'est de démontrer que vous avez la parfaite confiance que vous allez trouver une solution. Voyez la différence? Donc, on ne se laisse pas complètement abattre devant l'enfant et on garde une posture de confiance. Donc, ce n'est pas nécessairement de mentir, mais c'est vraiment l'endroit où on va se situer en témoignant de ces moments de faiblesse-là, sans ouvrir la porte à ce que l'enfant doive s'occuper de nous ou être insécurisé par le fait qu'on est en train de perdre le contrôle ou les pédales. Donc, bref, votre enfant doit sentir que vous êtes le capitaine du bateau et que vous savez parfaitement quoi faire. Puis oui, c'est vraiment une grosse job. Moi, je parle de confiance ici, mais certains professionnels vont même parler de dominance. Une genre de confiance directive. Mais pour moi, l'idée, c'est de ne pas avoir à se rendre là. Même si parfois, ça vient avec ce fameux « je le sais mieux que moi ce qui est bon pour toi ». Puis ça, c'est quelque chose qui me déclenchait énormément. Vous ne savez même pas à quel point. Et je trouvais ça tellement condescendant de la part des adultes de penser pouvoir savoir mieux que les enfants ce qu'ils ont besoin. Alors, si c'est votre cas, lorsque je nomme ça, que vous ressentez un malaise, je vous comprends totalement. Comme je le disais un peu plus tôt, je pense qu'il faut vraiment faire attention avec les amalgames. Tu sais, dominer dans le contexte d'un parent envers d'un enfant puis d'un éducateur envers un enfant ne veut pas nécessairement dire écraser lorsqu'il est question de prendre soin d'un être qui n'a pas le même niveau de maturité que soi. Et oui, parfois, ça nous mène à des endroits vraiment inconfortables où on doit tenir une position dans laquelle justement l'enfant ne se sent pas nécessairement confortable dans l'instant, même si ultimement, c'est réellement ce qu'il y a de mieux pour lui ou pour elle. Et je vous encourage à ne pas tomber dans le piège de comparer ce type de dominance-là à la domination qu'on peut retrouver ailleurs dans la société. Mais heureusement, justement, cette confiance-là, cette dominance, entre guillemets, là, elle vient avec d'autres composantes qui vont venir l'arrondir un peu. La deuxième composante, pour moi, est absolument fondamentale à comprendre et c'est définitivement un des éléments qui m'a le plus marqué de ma formation avec l'Institut Newfield. Ça peut paraître tellement évident, mais je trouve que quand on décortique cette composante-là, c'est fascinant de réaliser à quel point, finalement, c'est difficile pour nous parfois de prendre notre responsabilité. Et donc, la deuxième composante, c'est le sens de la responsabilité. Et vous allez m'entendre en parler abondamment dans le podcast. On a cette tendance-là à se déresponsabiliser constamment en tant qu'éducateur et que parent face aux enfants sans même s'en rendre compte. Puis, on a toutes sortes d'excuses convaincantes pour le faire.
Par exemple, on veut que les enfants puissent être en mesure de résoudre leurs conflits seuls, qu'ils trouvent leur propre solution pour régler leurs problèmes, qu'ils réfléchissent seuls à leur comportement puis à l'impact de leurs actions. Finalement, j'ai envie de dire, l'autonomie a vraiment le dos large lorsqu'il est question d'éducation des enfants. Et souvent, on va avoir des attentes envers eux qui sont non adaptées pour leur âge. Tu sais, par exemple, dire à un enfant de maternelle T'as encore perdu ta tuque, tes mitaines, ben voyons, ça fait 10 000 fois qu'on en parle ensemble. Ben, à un moment donné, pour moi, c'est le signe qu'en tant qu'adulte, on n'est pas capable de trouver une solution efficace pour faire en sorte que l'enfant ne soit pas responsable d'un élément qui n'est pas encore capable de prendre la charge, genre prendre soin de ses effets personnels, de se souvenir de où il a mis ses effets personnels. C'est pas pour mal faire, c'est que au niveau de sa maturité, il n'est pas encore capable de faire ça. Et nous, on va reprocher ça à l'enfant sans prendre notre responsabilité d'adulte de prévoir. Il y a tout l'aspect de prévenir justement ces manques-là. Et ça fait partie de notre responsabilité. Et moi, je dois avouer que parfois, il y a plein d'éléments de la charge d'être éducateur qui me faisaient suer. Puis l'autonomie, c'était comme un peu la magie parce que ça faisait en sorte que l'enfant il pouvait s'occuper des affaires qui me faisaient suer. Et je vous dis ça avec franchise et honte. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Hein? L'autonomie, là, c'est pas quelque chose qui va venir se développer dans le vide. C'est ça que j'ai réalisé. Là. Tu sais, pour moi, c'était comme laissons faire les enfants, puis ils vont s'arranger. Puis, c'est qu'en observant l'intérieur, qu'est-ce que ça me faisait faire? Ça faisait bien mon affaire parce que c'est ça. Il y a des choses qui, pour moi, étaient lourdes à porter. Puis, je me disais, non seulement, moi, ça me fait plaisir de ne pas avoir à m'en occuper, puis en plus, ça va développer l'autonomie de mon enfant. Donc, pour moi, je comprends aujourd'hui que l'autonomie, ça va vraiment se développer ancré sur des modèles solides et dans le contexte d'une relation qui est solide. Si on ne peut pas observer quotidiennement un adulte qui prend ses responsabilités, qui a développé toutes sortes de stratégies pour régler des conflits, pour résoudre des problèmes, pour faire face aux défis de la vie, ça va être vraiment difficile de faire la même chose de son côté. Une autre chose qu'on a vraiment tendance à faire, c'est de leur redonner la responsabilité quant à la relation qu'on développe avec eux. Par exemple, on va leur faire des reproches de ne pas faire d'efforts pour partager du temps avec nous. Là, je pense notamment davantage aux enfants un peu plus âgés qui sont souvent avec leurs amis. Ouais, c'est ça, tu sais, qui sont souvent sur leur téléphone, qui n'ont plus envie de partager un repas avec nous. Et on va se dire, c'est pas de ma faute si la relation se dégrade, c'est toi qui choisis de te tourner davantage vers tes amis, vers tes bidules électroniques. Ici, c'est subtil, mais encore une fois, c'est qu'on remet la responsabilité sur le jeune. Une autre situation à laquelle je peux penser, c'est quand on a agi, par exemple, d'une façon qu'on juge qui n'était pas nécessairement adéquate et qu'on fait un retour avec l'enfant, c'est vraiment bien, c'est important de le faire, mais parfois, on va aller un petit peu trop loin. Tu sais, on va dire hey, tantôt, j'ai crié sur toi, j'ai vraiment pas aimé ça, est-ce que tu me pardonnes? Donc, est-ce que tu me pardonnes? C'est que tu remets encore une fois ton rôle alpha, ta responsabilité sur le dos de l'enfant qui doit choisir est-ce que oui ou non, je choisis de réharmoniser le lien. Mais tu sais, le rôle alpha, c'est aussi de réparer les dégâts d'une mauvaise intervention. Puis ça, je pense que c'est vraiment important de le dire. Je pense que c'est vraiment juste la façon que ça doit être fait. Donc, c'est toujours des
petites subtilités comme ça, mais qui viennent vraiment donner tout un poids sur les épaules des enfants. Quand on leur dit « tu me fais de la peine », par exemple, même chose, on leur redonne la responsabilité des émotions qu'on va ressentir. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette composante-là. Vous allez voir, une fois que vous commencez à avoir conscience de cet élément-là, vous allez le voir partout. Un autre exemple que j'avais envie de vous donner, c'est le fait de donner une responsabilité à un enfant qui n'est pas prêt à assumer. Et encore une fois, je vous raconte l'anecdote d'un ami qui est parent d'un bébé puis d'un petit garçon de 3 ans et demi. Puis à un moment donné, il les garde, puis il a décidé de laisser le bébé dans le salon avec son frère de 3 ans pendant qu'elle allait aux toilettes. Puis lorsqu'il est revenu, le frère avait comme barbouillé dans la face du petit bébé, de son petit frère. Puis là, le père, il était fâché, puis il lui a dit « Siméon, je pensais que je pouvais te faire confiance. » Et donc, l'idée, en fait, c'est de réaliser que c'est notre rôle en tant qu'adulte de voir dans quelle situation notre enfant est prêt à être. On ne peut pas lui reprocher de ne pas faire quelque chose qu'il n'est pas en mesure de faire à cause de son immaturité. Par exemple, ici, c'est de réaliser qu'il ne peut pas jouer avec son petit frère comme on joue avec une poupée. Alors, c'est plutôt soit en tant que parent qu'éducateur d'organiser les choses pour protéger notre enfant de sa propre immaturité. Et souvent, c'est ça, on a tendance à faire des reproches aux enfants par rapport à quelque chose qu'on aurait dû prévoir. Puis c'est pas de se taper sur les doigts, mais c'est quand même de prendre cette responsabilité-là, de prendre conscience qu'on aurait pu faire les choses autrement. J'ai envie de le répéter, la responsabilité de l'adulte, elle vient dans le fait d'éloigner nos enfants du trouble, d'organiser, de planifier pour répondre aux besoins des enfants et de les protéger de leur propre immaturité. La troisième et la dernière composante, c'est vraiment pour moi la plus importante. C'est-à-dire que sans elle, on perd vraiment l'essence de l'alpha et c'est la bienveillance. On pourrait aussi parler de chaleur. Et en fait, cette composante-ci, elle nous rappelle à quel point les enfants doivent sentir qu'on les aime profondément et qu'on veut leur bien-être avant toute chose. Si ça ne part pas du cœur, si ce désir-là de prendre soin, de prendre les responsabilités ne part pas du cœur, d'une intention de prendre soin, vous passez à côté du rôle alpha. Et moi, quand j'ai compris ça, c'est vraiment à cet endroit-là que toutes les nuances puis tous les éléments se sont placés et que j'ai compris fondamentalement de quoi on parlait quand on parlait de la posture alpha. Je suis sortie davantage d'une vision d'un personnage caricature dominant pour vraiment saisir l'essence d'un adulte qui est dans sa droiture, dans sa beauté, dans sa chaleur. Et c'était exactement ces adultes-là que je voyais en tête, ces adultes-là qui m'avaient marqué moi-même quand j'étais enfant. On a tous des adultes qui nous ont marqués dans notre vie. Et ceux avec lesquels je me sentais le plus en confiance, c'est vraiment les adultes qui portaient ces 3 niveaux de composantes-là. Les enfants doivent se sentir profondément respectés. Et donc, même lorsqu'on doit aller à l'encontre de leurs préférences, les enfants doivent sentir que c'est vraiment pour le mieux que l'on prend cette décision-là. Et surtout, ils doivent sentir qu'on éprouve de l'empathie à l'égard de ce que eux vivent comme frustration, comme inconfort à travers cette décision-là. Et donc, il y a une différence fondamentale entre le fait d'imposer une limite sèchement,
froidement à l'enfant et le fait de maintenir une douce fermeté dans laquelle, finalement, on va permettre à l'enfant de ressentir tout ce qu'il y a à être ressenti. Par exemple, mon enfant veut aller jouer chez son ami le dimanche soir, puis en tant que parent mature, je réalise que mon enfant, il est complètement lessivé de sa fin de semaine et je juge qu'il devrait rester à la maison pour se déposer, se reposer avant d'entamer sa semaine bien chargée. L'idée ici, c'est pas seulement de dire gars, tu y vas pas, c'est comme ça, point, maman l'a décidé comme ça. Mais il y en a qui pourraient dire j'ai pris mon rôle alpha et j'y ai dit que c'est comme ça que ça marchait parce que c'est comme ça que ça marchait puis parce que c'est moi l'adulte puis c'est moi qui décide. Et c'est vraiment à cet endroit-là qu'il faut mettre un peu de conscience. Parce que sans la bienveillance, la chaleur, on passe à côté de l'expérience sécurisante. Et donc, face à la frustration des enfants, cette frustration, cette tristesse qu'ils vont ressentir face à nos décisions, il faut surtout pas rétorquer par des phrases comme « arrête de rouspéter » ou « ton chialage c'est non à soir, va dans ta chambre » ou encore des choses plus subtiles comme voyons, c'est pas grave Thomas, là, on va y aller une autre fois. L'idée, c'est d'accueillir l'émotion de l'enfant et de valider son inconfort avec bienveillance et sincérité. De faire l'espace pour que l'enfant retrouve sa tristesse, puis bien souvent, ses larmes. Et pour aller à cet endroit-là où il peut vraiment ressentir, il doit se sentir en sécurité. Et cette sécurité-là, elle vient de cette chaleur-là. L'enfant doit sentir que malgré le fait qu'il ne pourra pas faire ce qu'il souhaiterait faire, vous êtes encore dans son équipe. Que vous n'êtes pas son ennemi parce que vous prenez une décision qui lui fait vivre des choses inconfortables et que vous êtes là pour l'accompagner dans cet inconfort-là. Et à travers toute cette douceur que vous amenez par le ton de votre voix, par la posture de votre corps, par le temps que vous prenez pour l'accompagner là-dedans. Parfois, ça peut même être en lui faisant mention que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Mais tout ce soin-là que vous allez mettre est excessivement important et doit être accompagné de cette confiance-là, que vous n'avez aucun doute, malgré cet inconfort-là, que c'est la bonne solution et que vous allez traverser cet inconfort-là ensemble. Voyez? Juste le dire, je me sens bien, je sens que c'est juste. Et quand on sent ça à l'intérieur de soi, je pense que c'est sincèrement bon signe. C'est vraiment signe qu'on est aligné avec cet instinct-là dans nos interventions. L'attachement, c'est une question d'amour, c'est une question de respect. Et si on perd ça de vue, lorsqu'on fait nos interventions alpha, on passe à côté du plus important. Donc, je vous encourage vraiment à constamment avoir ça en tête lorsque vous imposez des limites. Donc, je pense que la maturité émotionnelle de l'adulte en posture alpha, comme tu dis, a vraiment la capacité d'accueillir et d'accompagner l'enfant dans son émotivité. Tandis qu'un adulte qui est en posture de dépendance face à l'enfant, je pense qu'il va être plutôt enclin à réagir aux émotions de l'enfant. Et puis qu'au final, il pourra pas vraiment il va plutôt passer à côté du pouvoir qu'il a de l'accueillir, de le rassurer, de le réconforter et d'accompagner l'enfant dans ce que l'enfant vit selon son ou ses émotions. Voilà! Je tiens quand même à dire que une fois que ces trois composantes-là sont en place, on a la posture alpha, mais ça sous-tend quelque chose, ça sous-entend même quelque chose de super important que j'ai envie de nommer vraiment très, très brièvement. Et c'est l'importance de la maturité.
Bien certainement, un adulte en posture alpha qui n'a pas de maturité, ça peut être très dangereux. Et ça, je trouve que ce n'est pas nommé assez souvent. On donne le pouvoir à une personne de prendre des décisions pour des personnes plus vulnérables qu'elle. Et si ces décisions-là sont ancrées dans de l'immaturité, ça peut faire bien des dégâts. Donc, bien entendu, moi, je valorise énormément le fait de confier nos enfants à des personnes qui sont empreintes d'une certaine forme de maturité, du moins. Bien sûr, après ça, il y a toutes sortes de nuances et de degrés de maturité, mais suffisamment de maturité pour sentir que nos enfants sont entre bonnes mains. Récemment, pour emprunter tes mots, j'ai vraiment réussi à avaler la pilule. C'est comme une après-midi que je me suis immersée dans le jeu de ma fille, puis on jouait à la famille, puis elle avait pris le rôle de maman, puis elle m'avait donné le rôle de fille. C'est d'ailleurs un jeu qu'elle veut jouer beaucoup en ce moment. Puis j'ai réalisé que dans son jeu, où elle se sent en sécurité, puis il n'y a pas de vraies conséquences, ma fille avait la chance de prendre le rôle d'alpha à son tour. Puis ça m'a fait penser à ce que tu expliquais pour la relation adulte où il y a une danse puis un échange d'un partenaire à l'autre du rôle alpha. Mais dans la relation parent-enfant, c'est un peu semblable aussi. Semblable dans le sens que lorsque l'enfant est jeune, il y a de la place aussi à prendre le rôle d'alpha à travers le jeu. J'ai trouvé ça beau quand j'ai eu cette réalisation-là, puis ça m'a fait comprendre pour la première fois le pouvoir du jeu. Puis durant cet échange de rôle, on a la chance de voir le point de vue de l'autre, puis c'est comme de cette façon-là très naturelle que parfois ma fille elle me montrait des comportements qu'elle aimait de moi, puis d'autres qui lui déplaisaient, puis moi je pouvais faire la même chose en jouant le rôle de la fille, puis on apprend ensemble à s'ajuster. Puis je trouve que quand on reprenait nos rôles après des beaux moments de jeu comme ça, elle avait plus de facilité à m'accepter en tant qu'alpha. Puis en bref, c'est avec cette nouvelle perspective-là que je comprends aussi que ma fille reprend un peu de l'alpha à chaque année à son rythme, puis lorsqu'elle est prête. Puis je suis là pour l'accompagner puis la guider. Et voilà, donc on a exploré ensemble les 3 composantes essentielles qui vont permettre aux éducateurs, aux parents d'adopter une posture alpha face aux enfants qui vont accompagner. La confiance, la responsabilité et la bienveillance ancrée dans la maturité. La confiance va se manifester à travers notre présence corporelle, notre assurance, notre capacité à démontrer aux enfants qu'on comprend et qu'on répond à leurs besoins. Puis il est vraiment crucial de maintenir cette confiance-là, même lorsqu'on traverse des moments de doute, pour que l'enfant perçoive en nous le capitaine du bateau qui est vraiment capable de guider et de résoudre les défis. La responsabilité, la deuxième composante, va souligner l'importance pour les éducateurs, les parents, de prendre en charge leur rôle en évaluant constamment la maturité des enfants et en les éloignant des situations potentiellement problématiques. Éviter de leur attribuer des responsabilités qui dépassent leurs capacités va contribuer à préserver l'équilibre et la sécurité dans la relation éducative. Et enfin, la bienveillance, elle joue un rôle clé en assurant que les enfants se sentent aimés, respectés, compris, même lorsque leurs préférences sont contournées. La validation empathique des émotions, même dans les moments difficiles, va renforcer ce lien-là qui nous unit aux enfants et fait comprendre à ces derniers qu'ils sont soutenus à travers les différents défis qui les incombent. La posture alpha, c'est pas synonyme de perfection, mais plutôt de maturité. La capacité à équilibrer confiance, responsabilité, bienveillance va nécessiter une réflexion constante puis une compréhension profonde des besoins des enfants.
En cultivant ces 3 composantes-là, les éducateurs peuvent créer un environnement propice à la croissance, à l'épanouissement des enfants qu'ils vont guider. Les Émergents, c'est votre émission, produite et présentée par moi-même, Elisabeth Dufresne. Notre musique originale est signée Étienne Dufresne et l'illustration de couverture est l'œuvre de la talentueuse Florence Rivet. Je tiens à remercier mes mécènes du mois, Marie-Noël Doucet-Paquin et Océan Boyd. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour être resté jusqu'au bout encore une fois de cet épisode-là. Et si tu as apprécié, n'hésite pas à me montrer ton soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles via Apple Podcast. Il est toujours possible également de faire un don monétaire via les liens Linktree. C'est certainement la façon la plus concrète d'offrir votre soutien au balado, bien que ce soit jamais une obligation. De plus, partagez cet épisode-là dans tes stories, par exemple, en me taguant Elisabeth.Dufresne. C'est vraiment une belle façon de me dire que tu souhaites que je continue à créer ce contenu-là. Et je t'encourage aussi à le partager aux gens autour de toi pour qui tu penses que ça pourrait résonner. Un merci tout spécial aux femmes qui ont pris le temps de m'envoyer des messages vocaux cette semaine pour répondre à la question, me partager leur vécu. Vous avez vraiment contribué à faire avancer ma réflexion et vous avez vraiment nourri l'univers Les Émergents. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le tout premier épisode de la série du Nid évolué, The Evolved Nest, dans lequel on va parler d'un sujet vraiment très intéressant avec une invitée vraiment très spéciale, très importante dans mon cœur. Et sur ce, je laisse planer le mystère. Bonne semaine!